Parlant de conservateurs et de Kanzui, il y a eu un texte fort intéressant publié sur la page Facebook de Yann et Frank et sur leur site de nouvelles Pilule Rouge. Donc, ils nous ont demandé, en fait, le texte nous demande plutôt, la droite doit prendre sa place dans le Kanzui. Donc, c'est un texte écrit par l'auteur, un collaborateur spécial de Yann et Frank, Samuel Lamarche. Donc, ce n'est pas écrit ni par Yann, ni par Joey Aubé, ni par Frank. Mais c'est donc un texte d'un collaborateur spécial qui a été publié sur la page Facebook, puis ça a vraiment attiré l'attention de beaucoup de gens, surtout des gens, j'ai l'impression, dans le camp du oui, qui se sont vraiment penchés sur ce sujet-là. Nous, ça fait longtemps, à Génération Oui et plus largement dans le mouvement indépendantiste, qu'on veut tendre la main euh, aux gens plus de droite économique. Je pense que c'est un peu la lacune du mouvement indépendantiste actuellement, mais on fait beaucoup d'efforts pour tendre la main, tendre l'oreille, puis élargir le camp du oui au plus de gens possible, tant qu'on place la liberté du Québec au cœur de notre projet. Donc moi, je vous invite personnellement à aller le lire en entièreté sur leur site internet. On ne va pas le lire au complet, mais si on veut, on peut en lire quelques parties. Veux-tu que je te fasse la lecture puis tu m'arrêtes? Ouais. Puis je vais dire quelle partie sauter. Je me suis pris des notes. Parfait. La droite doit prendre sa place dans le camp du oui. Après une autre défaite du Parti conservateur du Québec. Ah, Marc-Antoine l'a déjà dit, mais c'est par Samuel Lamarche. Et non pas par Yann et Frank, même si plusieurs auraient aimé. Après une autre défaite du Parti conservateur du Québec, cette fois face à un PQ en pleine ascension, plusieurs chroniqueurs conservateurs ont rejeté du revers de la main l'appel à joindre le camp du oui de Paul Saint-Pierre Plamondon. Après une autre... plusieurs commentateurs du camp conservateur voient la défaite d'Arthabasca comme une insulte, une campagne de salissage par le PQ. Comme si le fait que le PQ, à la recherche d'un député de plus, avait fait exprès de battre du M pour gagner. Pas pour gagner, mais pour empêcher les conservateurs d'obtenir un siège. Bien que je comprenne très bien la frustration de la défaite, je ne crois pas avoir besoin d'expliquer en quoi cette façon de penser victimaire est très ironique, venant d'une frange de commentateurs se plaignant constamment des subventions aux artistes sous prétexte que, si votre art est bon, vous ferez de l'argent. La même logique s'applique ici. Si votre parti politique est bon, vous allez gagner des sièges. Ce n'est pas aux autres partis de vous offrir un siège gratuitement et sans opposition. Les conservateurs, tout comme les autres, n'ont pas à recevoir une subvention idéologique sous la forme de sièges au Parlement. La démocratie étant le libre marché des idées, la compétition est féroce et si le produit proposé ne plaît pas suffisamment à l'électorat, il faut s'adapter. Ouais. Déjà, juste là, moi, je trouvais que c'était assez lucide. Je pense qu'il marquait beaucoup de points dans cette partie-là du texte. Parce qu'il faut le rappeler, donc Samuel, c'est, disons, je pense, un nationaliste indépendantiste, mais plus de droite. Donc, c'était intéressant de l'entendre justement parler de la défaite du Parti conservateur dans Arthabasca, puis de tout ce discours-là, comme qu'il décrit ce discours victimaire. Moi, je pense que c'était foncièrement antidémocratique si on avait dit aux citoyens ou aux citoyennes d'Arthabasca, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le droit de choisir votre député. Votre député, ça sera Éric Duhem pour corriger le système, le mode de scrutin en place au Québec. Moi, je trouvais ça profondément antidémocratique, puis je pense que c'était pas la bonne façon de convaincre les gens. Puis je suis heureux de voir que je suis pas le seul à penser ça. Mais j'aimerais ajouter également un élément. Quand Éric Duhem et les médias de droite affirmaient, par exemple, qu'Alex Boissonneau, qui se réclame lui-même de centre-droit, n'est pas véritablement de centre-droit et que c'est un menteur de gauche, on était face ici à des curés, selon moi, de la pureté idéologique. Alex Boissonneau ne va fort probablement pas aussi loin qu'eux à droite. Puis ça, on est capable de le comprendre. Là. Alex Boissonneau, c'est pas fort probablement un gars qui va aussi loin que Dominique Moret, que Jeff Fillion dans ses idées de droite économique. Mais il se dit de droite. Il se dit de centre-droit plutôt. Puis il apporte des points par rapport à ça. Puis moi, d'entendre des gens nous dire non, non, c'est un député qui se qualifie de centre-droit, mais qui est finalement à gauche, t'es qui pour juger ça? Pour moi, c'est un curé de la pureté. Puis tu l'as dit, Nando, tantôt, quand il y a des indépendantistes qui font ça, de juger de la pureté des convictions des autres, nous, on n'aime pas ça. Nous, on dénonce ça. Puis les gens de droite, ils aiment pas ça non plus. Tu sais, ils aiment pas ça se faire dire ah, vous êtes pas des vrais indépendantistes, vous êtes pas des vrais nationalistes parce que blablabla. Fait que moi, je trouvais ça un peu ironique puis un peu
superficiel de voir des gens à droite essayer de faire une campagne à l'effet qu'Alex Boissonneau, c'est un gars de gauche finalement, même s'il se dit de centre-droit. Je pense que c'était vraiment pas la bonne stratégie pour le Parti conservateur du Québec. Je pense que ça démontrait plutôt, en fait, leur peur fondamentale de voir que le Parti québécois est en train de rassembler une coalition. Puis ils essayaient de briser ce narratif-là parce qu'on a un gars qui arrive, qui est implanté dans Tabasco, qui a grandi là, que sa famille est là. On peut l'aimer ou on peut ne pas l'aimer. Ça reste que c'est un gars qui se dit de centre-droit. Puis ces gens-là paniquaient d'entendre ça. Parce qu'ils savaient que le Parti québécois allait manger une partie de leur électorat. Fait que ça démontrait seulement leur panique. Fait que ça, déjà, cette partie-là du texte de Samuel, j'ai trouvé que c'était très, très limpide, puis très... faut être introspectif. Mhm. Puis lui, il l'est face à son propre camp. Lui, clairement, il le démontre. Il y a des lacunes dans notre discours, puis arrêtez de jouer dans ce discours-là de victime. Tellement. Tellement. Puis c'est le fun que nous, on a dit exactement la même chose, là. Fait que je suis vraiment content que quelqu'un de leur camp soit capable d'avoir la lucidité et le courage de leur rappeler à eux, faites une introspection. Faites mieux. Faites mieux, exactement. Faites juste mieux. Arrêtez de chialer que le monde, tu sais, faites mieux. Puis vous allez gagner. Vous allez pas gagner en traitant votre adversaire de menteur. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai entendu mot pour mot, là. Il traitait de menteur en ondes à Radio X, de menteur, d'hypocrite, de toutes sortes de noms. C'est pas... c'est loin de la façon dont on fait de la politique puis qu'on veut orienter nos débats politiques au Québec. Puis je pense que cette élection-là a démontré que c'est pas comme ça qu'ils vont gagner parce qu'ils peuvent avoir des idées qui connectent avec la population. Puis c'était ça leur cœur du discours puis leur cœur de la réflexion. Les gens sont d'accord avec nous sur plein d'idées, mais on n'arrive pas à les convaincre. Ben peut-être que quand vous traitez vos adversaires de menteurs, d'hypocrites, de ci, de ça, les gens n'embarquent pas là-dedans. C'est juste repoussoir. Bref, on peut Puis continuer. c'est très ironique parce que ça fait victime, puis ils passent leur temps à chialer sur tout le monde qui serait des victimes de ci. Ça, Sérieux, se là. faire dire, ils n'aiment pas ça eux-mêmes, se faire dire vous n'êtes pas des vrais indépendantistes ou quoi que ce soit quand ils en ont de leur bord. Tu sais, Puis je comprends. Ben oui, puis on les comprend, puis nous, moi non plus. Moi, je dis à ma gang, arrêtez de dire à des indépendantistes qui sont pas des purs et durs, qui sont pas des vrais indépendantistes. T'as pas besoin d'être un pur et dur pour être un indépendantiste. Si tu votes pour le oui, c'est bien tant mieux. Moi, je veux pas jouer au curé comme eux le font. J'embarque pas là-dedans. C'est pas ma façon de rassembler. J'essaie de rassembler, puis moi, si tu me dis que tu votes pour le oui, ben bienvenue dans la gang. Puis même si on vote pour le oui, puis on vote pas pour les mêmes raisons, ou que t'es pas aussi convaincu que moi, ben tant mieux. Tu votes pour le oui, c'est ça l'important. Il y a pas... mon vote, c'est pas parce que je suis plus convaincu que mon vote, il va compter plus, là. Exact. Fait que... Dans la tant boîte, mieux. c'est la même affaire. C'est ça. Je vais continuer la lecture. Maintenant que cela est dit, le Québec se dirige, qu'on le veuille ou non, vers un référendum. Depuis la Révolution tranquille, la politique au Québec suit un cycle assez régulier de questionnement existentiel. Nous avons vécu ce cycle 3 fois jusqu'à présent. De 1960 à 1980, de 1980 à 95, et enfin de 95 à aujourd'hui. Ceci est évidemment une simplification que vous me pardonnerez, je l'espère. 1. L'apathie ou la résignation face à la situation. Le Canada est perçu comme fonctionnel ou inévitable. Les tensions sont au plus bas. La classe politique est donc dominée par des programmes économiques. Passons à Jean Charest et Philippe Couillard pour notre plus récent cycle. 2. Frustration et négociation. Les différences entre la nation québécoise et la société canadienne amènent nécessairement des conflits. Les Québécois étant historiquement prudents, ils tentent alors une approche conciliatoire ou de négociation. Pensons aux promesses de François Legault ou encore à Robert Bourassa dans son deuxième mandat. Troisième phase, polarisation et remise en question. Lorsque les négociations ne fonctionnent pas, la population se retrouve divisée en 2 camps. C'est la polarisation. Nous sommes pour le Canada ou pour le Québec. S'enclenche alors la bataille pour convaincre les autonomistes et nationalistes, les indécis. Pensons à Jacques Parizeau, René Lévesque et maintenant Paul Saint-Pierre Plamondon. La lecture est assez simple ici et plusieurs annoncent ce retour de la question nationale depuis belle lurette. N'empêche, les conservateurs devront faire un choix. Être dans le camp du non, défendre le Canada, ou être dans le camp du oui, et défendre l'idée d'un Québec indépendant. J'entends déjà mes homologues conservateurs s'exclamer «
défendre l'État-providence, les fonctionnaires, le modèle québécois, etc. Certes, mais j'aimerais amener le débat ailleurs. Je suis parfaitement d'accord que le modèle économique du Québec est une erreur, que l'entêtement de la classe politique et de la population est nuisible et que nous devrions probablement procéder à un ménage titanesque dans les dépenses. Néanmoins, aussi fou que ça puisse paraître, je crois que ça ne devrait pas être la priorité lors du vote. Le Canada, est un État dont la Constitution entraîne le gouvernement fédéral à devenir toujours plus gros, toujours plus gourmand, toujours plus contrôlant. Si vous trouvez ça difficile de réformer un gouvernement obèse au Québec, imaginez tenter de réformer un gouvernement obèse dans un Canada vieillissant et divisé sur des lignes ethniques via l'immigration massive et le multiculturalisme. Qui va voter avec vous pour couper les dépenses? Ben là, c'est ça, c'est exactement ce que tu disais tantôt. Je pense que c'est aussi l'argumentaire de Vincent Geloso que tu as rapporté un peu dans son livre. On ne peut pas changer le Canada. Fait que ça, c'est un constat qui est lucide. Les Québécois ont tenté par tous les moyens de changer le Canada, puis on n'est pas obligé de lire la fin du texte, là. Je vous invite à aller le lire personnellement sur le site Pilule Rouge. Donc, on les salue d'avoir publié ce texte-là. Mais par la suite, donc, dans le reste du texte, il apporte différents arguments de droite pour que les conservateurs puissent enfin rejoindre le camp du oui, parce qu'il y a des bonnes raisons de voter pour le oui quand on est conservateur, puis il le démontre très clairement. Puis, il met également le point sur quelque chose. Si les conservateurs ne veulent pas avoir une position claire sur la question de l'indépendance, ils vont se faire gruger des votes. Ils vont se faire gruger des votes par les indépendantistes, dont le Parti québécois. Ils vont se faire gruger des votes par les fédéralistes, dont le Parti libéral du Québec. Parce que le Parti québécois va continuer à monter, fort probablement, puis le Parti libéral du Québec va continuer à monter également. Puis ils vont monter où? Ils vont monter notamment dans la capitale nationale, puis peut-être même en Beauce. Ça va peut-être prendre des sièges au Parti conservateur, des sièges potentiels que le Parti conservateur aurait pu aller chercher. Fait qu'en refusant de se positionner sur ce débat-là, ils vont s'éclipser du paysage politique québécois. Ils vont s'éclipser de l'attention médiatique parce que ça va être ça l'enjeu et le cœur de la campagne électorale. Êtes-vous pour ou contre la souveraineté? Voulez-vous un référendum? Ça va être ça les discussions. Alors du moment que tu décides de ne pas en parler, tu ne seras pas dans le topo aux nouvelles. Puis là, ils vont nous dire toute la rengaine sur la population câblée, décâblée, là. Mais même chez les jeunes, ils ont moins d'appui. Même chez les jeunes, ils ont perdu des appuis, puis ces gens-là sont décâblés, comme qu'ils disent. Puis leur argumentaire, c'est de dire les gens câblés, les gens plus vieux qui suivent les nouvelles, mais les autres NPC, sont pas, là. les NPC qui suivent TVA, ils votent pas pour nous. C'est les décâblés à qui qu'on s'adresse. Mais les décâblés, c'est les jeunes, puis les jeunes sont majoritairement pour l'indépendance. Fait qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas là, dans l'approche. Mais bref. Moi, je pense que c'est un texte super intéressant. Je sais que ça a fait sourire beaucoup de gens dans le camp du oui, parce que c'est ça, comme on le disait tantôt, on veut élargir le camp, puis ce texte-là apporte plusieurs pistes intéressantes. Pensez-y bien. Si la tendance se maintient, les indépendantistes montent, le sujet devient ça. Il y en a des gens de droite économique qui sont prêts à aller dans le camp du oui. Là. Il y en a. Fait que si vous les rassemblez pas dans votre parti, puis ils se disent « Ok, ben on est bien ici, puis on peut dominer », qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans le parti qui essaie de s'ouvrir puis d'élargir sa coalition. Il va y avoir de la place au Parti québécois pour ces gens-là, fort probablement. Ils vont être minoritaires, mais ils vont avoir leur place, puis ils vont avoir des sujets de prédilection, comme la coalition du PQ le fait. Fait que si t'es un gars de droite économique, une fille de droite économique, puis que ton but c'est de je le dis honnêtement, là, t'es un ambitieux, là, tu veux faire de la politique. Il y en a qui vont y aller, puis ils vont vous gruger des votes. Ça se passe comme ça, parce qu'ils ont le momentum. Ils ont le momentum, ça va attirer du monde. Ils vont avoir des porte-paroles de droite, puis ces porte-paroles de droite-là vont prendre la place, puis ils vont encore plus voler des votes au PCQ. Fait que le PCQ a tout intérêt à prendre position. Qu'ils disent non, tu sais, au pire. Là, ils disent non, là. C'est vrai qu'ils disent déjà non. Qu'ils restent sur cette posture-là, puis que toute cette frange-là parte, puis ils vont partir avec ces votes-là. Parce qu'il y en a
des conservateurs indépendantistes. Puis plus le PQ va être capable, on le voit, là, plus on s'ouvre à la droite économique, nous-mêmes on le voit. Je veux dire, même ma génération, il y en a beaucoup plus. Vous êtes beaucoup plus nombreux aujourd'hui qu'il y a 2 mois. Là. C'est ça la réalité. Parce qu'on s'y est intéressé, on essaie de trouver des sujets qui vous intéressent, puis on essaie de trouver aussi... des points communs. C'est ça, des points communs, des points de convergence, des choses qu'on peut bâtir ensemble. PQ va faire le même exercice. Ils vont trouver des gens de droite. Ces gens de droite-là vont ramener des votes. PCQ va baisser encore. Fait qu'il y a comme une course à être le premier à le faire. C'est ça la réalité. Le calcul politique que vous avez, là, c'est ça. Ils ont comme plus le choix. Ouais. Puis, on a ici un commentaire de Vix qui est justement je sais pas s'il est indépendantiste. Ouais. Bon. Mais oui, donc, un indépendantiste. Je suis sûr que Vix est dans notre camp. Puis qui est plus du PCQ, si je ne m'abuse. Bon. Puis là, il dit, par rapport à la pureté idéologique de Boissonneau, là, on est en train d'évaluer est-ce que Boissonneau, c'est un vrai gars de droite. Donc là, lui, il nous dit, mais honnêtement, je ne vois pas en quoi Boissonneau est de centre-droit. Il est incapable de donner une seule idée de droite avec laquelle il est d'accord. Moi, encore là, je ne vais pas faire l'avocat d'Alex Boissonneau. J'ai aucun intérêt là-dedans. Là. Mais j'aime ça quand on est factuel puis qu'on s'attarde aux faits. Alex Boissonneau se dit pour réduire la bureaucratie, il se dit pour réduire la paperasse administrative. Voilà 2 idées intéressantes avec lesquelles je suis d'accord. Et ce que je veux apporter, c'est que effectivement, je présume, je ne l'ai pas entendu parler du privé en santé, mais je présume qu'Alex Boissonneau ne veut pas privatiser le système de santé à grandeur au Québec. Si c'est ça, être de droite économique, puis s'il faut être pour ça, pour être considéré comme de droite économique, bien, Alex Boissonneau, effectivement, c'est un gars de gauche. Mais à un moment donné, il va falloir considérer, je pense, pour les conservateurs, que tous ne sont pas nécessairement d'accord avec des idées qui vont aussi loin, peut-être, que la privatisation du système de la santé. Puis s'il faut être aussi loin sur le spectre politique pour être considéré de centre-droit, puis si on n'est pas d'accord avec vous, vous nous rejetez, ou vous rejetez vos électeurs potentiels, c'est pas un esprit de rassemblement. Puis moi, je vous le dis en tant qu'ami qui essaye de vous aider à faire de l'introspection, là, ça ne vous aide pas de dire il faut que vous soyez à 100% d'accord avec nous, sinon vous êtes de gauche. Puis il faut que vous soyez à 100% à droite là, contre le privé en santé, contre la bureaucratie, on réduit tout l'État, on mélange là-dedans, on fait une Argentine de nous-mêmes, etc. Là. Fait que je pense qu'il faut un petit peu modérer parfois ses propos. Ça sert à rien de dire qu'Alex Boissonneau, il n'est pas de centre-droit. Il se dit de centre-droit, puis il partage des idées de centre-droit. Changer de cassette, ça fonctionne pas. C'est bien dit. Je pense que la pureté idéologique, ça mène pas. Après, tu sais, la différence, c'est est-ce que Alex Boissonneau pourrait être au PCQ? Définitivement pas. Mais le PCQ, c'est pas la droite au Québec. C'est ça. C'est une formation politique qui représente un segment de l'électorat. Comme Québec solidaire n'est pas la gauche au Québec. Comme le PQ n'est pas la souveraineté au Québec. Exactement. Comme, tu sais, c'est pas parce que tu t'adhères pas à un parti qui clame occuper un espace politique que tu n'as pas le droit de te réclamer toi-même de cet espace politique-là. Tu as le droit de te sentir de droite, mais de dire j'adhère pas au PCQ pour X, Y raison, ou à la CAQ. Tu sais, là, après, moi, je comprends, il y a des cadres de référence, mais comme Marc-Antoine le dit, il y a un spectre dans la droite, là. C'est pas parce qu'il n'est pas au bout du spectre qu'il ne peut pas se clamer de faire partie de cette grande famille politique-là. Tu sais. Vous avez le droit de le rejeter. Vous avez le droit de le rejeter. Et lui, il a le droit de se réclamer de ça puis de l'assumer. Tu sais. Puis ça sert à rien d'en faire votre ligne de communication principale. Là. On l'a vu ce que ça donne. Changer de cassette. Ouais. Accepter qu'il y a des gens de droite au Parti québécois, puis accepter qu'il y a des gens de gauche, puis accepter qu'il y a des gens de centre, puis que c'est une coalition de gens de toutes les tendances politiques qui veulent faire du Québec un pays. Là, la question à savoir, c'est voulez-vous faire du Québec un pays? Si oui, influencez votre parti, le Parti conservateur, à devenir indépendantiste. Sinon, ben influencez-le à rester fédéraliste puis à continuer à dire on fera pas de référendum puis je vais voter non parce qu'on va perdre. Citation d'Éric Duhem. Voilà. Et juste finir là-dessus. C'est comme quand, tu sais, on a reçu de Joey. Joey, il n'est pas indépendantiste comme toi et moi. Est-ce qu'on dit de Joey, t'es pas indépendantiste parce que t'es pas assez convaincu comme nous? Est-ce que t'es pas indépendantiste parce que tu votes pas pour le PQ? T'es pas indépendantiste parce que tu mets certaines réserves. Tu mets certaines réserves face au projet indépendantiste. Il a même dit qu'il voulait pas militer. Il veut même pas militer pour le camp du oui. Tu sais? Est-ce qu'on lui a dit, ben là,
T'es un fédéraliste d'abord, t'es un pseudo-souverainiste, t'essayes juste de nous charmer. On y a pas dit ça. Ça ne nous sert pas, objectivement. Moi, je suis content de l'avoir de notre bord. S'il vote pour le oui, tant mieux. S'il se réclame indépendantiste, quelle bonne nouvelle que d'avoir un indépendantiste au PCQ. Ces gens-là pourraient se dire, quelle bonne nouvelle d'avoir un gars de centre-droit qui apporte certaines idées, qui sont peut-être pas aussi poussées que les nôtres, mais qui apporte certaines idées de droite économique au Parti québécois. C'est un geste d'ouverture. Il va pas aussi loin que nous, on aimerait que ça aille, mais c'est déjà un bon pas dans la bonne direction pour nous. C'est déjà une main tendue. Ouais, les mots ont un sens fixe, je suis d'accord, sinon on peut plus rien dire qui a du sens. Fait que c'est la base. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, moi je t'invite à aller écouter l'entrevue que j'ai faite avec. Il a dit plus que ce qu'on dit qu'il a dit. Là. Il a posé des principes fondamentaux qui, pour moi, sont plutôt à droite. Puis il les a assumés. Et ça aurait été sûrement une démarche beaucoup plus intéressante, autre que de dire « Ah, t'es pas contre la taxe carbone, t'es pas pour plus de santé en privé, fait que t'es pas de droite. » Je pense que c'est plus large que ça. Même la droite économique, là, c'est plus large que ça. Fait que c'est plus constructif de s'intéresser puis de poser des questions. Mais c'est ça. Après, comme tu as dit, on n'est pas... moi, je suis pas là pour défendre Alex Boissonnault. Là. Puis nous, c'est plus pour... Parce qu'en fait, en tout cas, à mon avis, c'est aussi un message que je veux passer à nous. Nous, souverainistes. Puis ça finit toujours là-dessus. Il n'y a aucun intérêt à aller dans des concours de pureté idéologique, de pureté culturelle, de pureté doctrinale. On n'a aucun intérêt à faire ça. On le fait pas. On essaie d'être un exemple pour ça le plus possible. Puis, oui, il y a des limites à tracer, évidemment. Sinon, c'est le chaos. Mais essayez de rester ouvert. Essayez de rester ouvert un maximum. Puis de vous intéresser. Puis de comprendre. Ouais, tout à fait. Puis tout ça pour dire que moi, j'ai trouvé personnellement, puis on est nombreux à l'avoir trouvé également, que le texte de Samuel était vraiment d'une grande lucidité, pardon. Et c'est très courageux, je pense, de sa part d'entamer cette discussion-là chez les conservateurs. Je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'il a raison de le faire. Moi, je salue sa démarche. Je salue Yann et Frank de l'avoir publié sur leurs réseaux sociaux, d'avoir accepté de le publier. Je pense que ça ouvre une discussion intéressante. Nous, c'est une discussion qu'on aime avoir. Je pense qu'il a raison quand il dit qu'il y a une impasse dans le Canada. On ne peut pas réformer le Canada. Que c'est pas aux Canadiens de décider pour le Québec. On est d'accord avec ça. Parce qu'au final, la question, c'est véritablement de savoir qui va décider pour nous. Nous ou pas nous? Qui va décider pour le Québec? Les Canadiens ou les Québécois? C'est ça la question au bout de la ligne. Puis c'est ça qu'il soulève également dans son texte. On n'a pas à être gouverné par un autre peuple. Il n'y a absolument rien qui justifie que les Canadiens gouvernent le Québec. C'est aux Québécois de se gouverner. Puis c'est là un élément central de la liberté. On n'est pas libre s'il y a un autre État qui peut nous dire quoi faire. On n'est pas libre s'il y a un autre État qui peut s'immiscer dans nos affaires. On n'est pas libre si c'est un autre État qui parle en notre nom sur la scène internationale. Donc, en tant que nation, nous, on veut cette liberté-là. Puis après ça, on va entrer dans la liberté également politique, la liberté individuelle des Québécois. C'est très important. Mais le principe de base de la liberté pour une nation, il est là. Puis je pense que Samuel fait très bien de le mettre de l'avant puis de dire aux conservateurs québécois, on n'aura pas le choix de se positionner là-dessus puis d'avoir cette conversation-là. Entendons-la. Alors voilà. Si vous êtes un conservateur québécois, bienvenue sur notre chaîne. Puis on est très heureux de parler avec vous. Puis abonnez-vous puis interagissez avec nous. On veut entendre vos idées puis on est ouvert au dialogue. Puis on veut trouver des terrains communs. Puis je vais finir là-dessus. Trouver des terrains communs sur lesquels on va pouvoir être d'accord, autant à gauche qu'à droite. Puis, il y en a plusieurs, notamment les référendums d'initiative populaire. On y revient souvent, mais je pense que c'est important. On revient souvent également au contre-pouvoir. Puis ça, c'est des choses qu'on ne pourra pas faire dans un Québec-province, parce que le Canada ne nous le permet pas nécessairement. Donc, voilà, ouvrons la discussion.